Dossier Lacerta, deuxième interview de la reptilienne en avril 2000 par Olé.K. Encore une fois je réaffirme que ce qui suit est absolument vrai et non pas une fiction. Il se compose de 3 cassettes originales enregistrées le 24 avril 2000 avec un magnétophone lors de mon second entretien avec la créature reptilienne connue sous le nom de Lacerta. À la demande de Lacerta, le texte original de 31 pages a été révisé et raccourci pour répondre à quelques questions et réponses. Certaines questions existantes ont été partiellement réduites ou modifiées, tout en gardant le message et le sens original. Cette partie de l'entretien, que ce soit mentionné ou non mentionné directement dans la transcription, se rapporte principalement à des sujets personnels, à des manifestations paranormales, au système social des reptiliens, à la technologie extraterrestre et à la physique. Nous avons changé le lieu et la date du second rendez-vous en raison d'une éventuelle surveillance de ma personne après la publication de la première transcription. Même si tout a été mis en œuvre, sur les conseils de Lacerta, pour garder mon identité secrète, 2 jours seulement après la diffusion du document, d'étranges phénomènes ont eu lieu, n'allez pas croire que je sois paranoïaque. Toutefois la publication de ce second entretien a attiré l'attention officielle ou de certaines organisations. Jusqu'alors, je considérais les personnes qui croient être suivies comme des plaisantins. Mais, après les événements de janvier, j'ai commencé à changer d'avis. Tout a commencé par une panne de ma ligne téléphonique pendant plusieurs heures. Lorsque la ligne téléphonique est revenue, des légers échos, des clics étranges et des bruits de ronronnement se sont manifestés lors de mes appels. Aucun problème n'a pu être détecté. Pendant la nuit, des données importantes ont disparu du disque dur de mon ordinateur. Le programme de scan a signalé des secteurs défectueux, qui curieusement correspondent à des zones ayant contenu les données. Images et texte de l'interview de Lacerta. Ces secteurs défectueux contenaient également des données paranormales dans le champ de mes recherches. Heureusement, le matériel avait été stocké sur un autre disque dur. J'ai aussi découvert par pur hasard des données cachées dans un répertoire caché. Le nom qui apparaissait sur les données et l'index de répertoire était 72UJ. Un ami, expert en informatique, a été incapable de tirer quoi que ce soit de ce nom et alors que je devais lui montrer. L'index du répertoire a disparu. Un soir, j'ai trouvé la porte de mon appartement ouverte et mon téléviseur en marche alors que je suis absolument sûr de l'avoir éteint. Une fourgonnette avec des symboles britanniques et le logo d'une chaîne de supermarchés européens était garée devant ma maison. J'ai remarqué à plusieurs reprises que la fourgonnette suivait ma voiture, à une distance raisonnable, même quand je me rendais dans la ville de distante de 65 km. Quand je suis rentré, la fourgonnette était garée de nouveau dans la rue. Je n'ai jamais vu personne entrer ou sortir de celle-ci. J'ai frappé à la portière et aux vitres fumées sans jamais obtenir aucune réaction de l'intérieur. Après environ 2 semaines, la fourgonnette a disparu. Quand j'ai informé EF de ces événements, il m'a suggéré de modifier le lieu et la date de la rencontre pour assurer notre sécurité et celle de Lacerta. Le rendez-vous a eu lieu le 27 avril 2000 dans un autre endroit isolé. Qui n'a pas fait l'objet d'une surveillance, me semble-t-il. Encore une fois, tout cela peut sembler étrange et paranoïaque, un peu comme une œuvre de fiction tirée d'un film science-fiction de série B. Cependant, je ne peux que répéter et assurer au lecteur, tout cela est la stricte vérité, croyez-moi ou non, ces choses se sont bien passées et continueront de se produire, que vous le croyez ou non. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Notre civilisation court un danger, commentaire de Olé.K. La rencontre a commencé par une évaluation des différentes questions et avis recueillis auprès des lecteurs de la première transcription, sous une forme anonyme, suite à la diffusion par mes amis de confiance. Certaines questions, qui faisaient pas moins que 14 pages, contenaient des commentaires allant de l'intégrisme religieux jusqu'à l'accueil à bras ouverts des espèces reptiliennes. Certains commentaires utilisaient des expressions stéréotypées telles que « serviteur de l'enfer » ou « espèce du mal ». Je ne vais pas détailler plus car je ne souhaite pas relayer ce type de pensée erronée ou radicale. Que suscite la lecture de ces commentaires religieux et remplis d'animosité? La relation entre votre espèce et la nôtre est-elle vraiment basée sur ce genre de négation totale? Ne vous étonnez pas si je ne suis pas en colère, car je m'attendais à des réactions extrêmes. La programmation de refus total de l'existence d'autres espèces, en particulier des reptiliens, est profondément ancrée dans chacune de vos consciences individuelles. Ce conditionnement ancien remonte au temps de votre 3e création artificielle, biologiquement parlant, est transmise sous forme d'informations génétiques d'une génération à la suivante. L'identification de mon espèce avec les puissances des ténèbres a été l'une des principales intentions des Elohim, qui aimaient à se définir dans le rôle de la puissance de la lumière,
ce qui est très paradoxal, étant donné que cette espèce humanoïde était extrêmement réactive au soleil. Si vous vous attendiez à ce que je sois blessé, alors vous voilà déçu. Ces intentions obscures ne sont pas vraiment votre faute, vous suivez simplement en grande partie ce que vous avez hérité de vos ancêtres. En fait, il est toujours décevant que beaucoup d'entre vous n'aient pas réussi à développer une conscience individuelle affirmée, qui vous aiderait à surmonter vos conditionnements. Comme je l'ai déjà dit, nous avons été en contact direct pendant plusieurs siècles avec certaines de vos tribus primitives. Ces tribus ont réussi à surmonter l'ancienne programmation et ont été en mesure de nous rencontrer sans tension, sans haine et sans rejet. Apparemment, beaucoup de vos individus civilisés modernes sont incapables de penser par eux-mêmes, mais ils se laissent guider par la programmation et la religion, qui est aussi une manifestation d'une ancienne programmation et fait partie du plan des Elohim. Aussi, vos commentaires sont plus amusants qu'irritants, et confirment largement mon hypothèse sur votre système conditionné de pensée. Donc vous n'êtes pas une espèce du mal, telle que mentionnée précédemment? Comment dois-je répondre à cela? Les membres de votre espèce pensent selon un système simple et totalement erroné de généralisation. Pour le dire simplement, il n'existe pas d'espèce totalement mauvaise. Chez tous les extraterrestres et dans toutes les espèces terrestres, il y a des individus bons et d'autres qui sont mauvais. Cela vaut aussi pour votre espèce. Mais il n'existe pas une espèce qui ne serait que le mal incarné. Ce concept est vraiment très primitif. Vous croyez depuis des temps immémoriaux ce que vous devez croire? Ce qui était programmé pour vous de croire par vos créateurs, toutes les espèces connues, même les plus développées, se composent d'un grand nombre de consciences individuelles. Une partie de la conscience est individuelle, même s'il existe des connexions au champ de conscience collectif. Ces esprits autosuffisants sont en mesure de choisir librement leur mode de vie qui peut être bon ou mauvais, en fonction de vos normes humaines. Encore une fois, tout dépend du point de vue. Votre peuple n'est pas vraiment en mesure de juger si les actes d'une espèce beaucoup plus avancée sont bons ou mauvais, parce que votre niveau d'observation, qui est inférieur, ne permet pas de faire une évaluation. Vos termes simplistes bon ou mauvais illustrent en tout cas une tendance à la généralisation. Dans ma langue, nous avons plusieurs concepts pour décrire les différentes nuances de comportements individuels selon les normes sociales, même si des races extraterrestres ont tendance à agir avec hostilité envers vous. Ce ne sont pas pour autant des espèces du mal, bien qu'elles agissent de manière négative vis-à-vis de votre espèce. Ils ont leurs propres raisons et ne se considèrent pas comme mauvais. Si votre façon de penser était plus linéaire et concentrée, comme la leur, vous auriez le même comportement. L'attitude d'une espèce vis-à-vis d'une autre espèce dépend principalement de leur façon de penser respective, chaque espèce définissant ses priorités, classées en bon ou mauvais. C'est vraiment primitif, car la survie de toute espèce plaide en faveur de la variété, parmi laquelle la vôtre, et même la diversité des pires actions. Je n'exclus pas les miens de tout cela, car il y a eu quelques événements négatifs dans le passé pour lesquels je ne suis pas d'accord mais que je ne détaillerai pas. Aucun de ces événements n'a eu lieu au cours des 200 dernières années de votre échelle de temps. Mais retenez bien ceci, il n'y a pas de race absolument bonne. De même, il n'y a pas de race absolument mauvaise. Parce que chaque race est composée d'individus. Comment dois-je expliquer cela aux gens? Il n'est pas si simple de répondre. Laissez-moi réfléchir une minute. Je vais encore utiliser des mots très simples pour vous faire comprendre les principes fondamentaux d'une science de pointe. Essayons ceci, vous avez besoin de quelques données de base. La première chose est d'abord de briser le concept même du monde physique, parce que chaque existence se compose de différentes couches. Disons pour simplifier, que le monde physique se compose d'une illusion matérielle et d'une sphère d'influence. Certaines conditions physiques sont associées seulement avec le domaine matériel, comme dans le concret, tandis que d'autres conditions plus compliquées sont associées uniquement à la sphère d'influence du monde matériel. Votre conception du monde physique est basée sur une illusion matérielle simple. Cette illusion est subdivisée en 3 conditions de base ou élémentaires de la matière. Il y a aussi une 4e condition très importante, à laquelle vous faites plus ou moins attention quand vous faites un choix. À la frontière de la sphère d'influence ou du domaine du plasma. Pour vous, la théorie d'une transformation contrôlée ou d'une élévation de la fréquence de la matière et l'existence stable d'une 4e condition de la matière n'est pas très répandue, ou du moins existe à un niveau très primitif. En fait, la matière a seulement 5 états, mais une explication sur l'état post-plasmatique nous emmènerait trop loin. En outre,
il n'est pas nécessaire pour comprendre la théorie fondamentale. Il est lié à plusieurs phénomènes que vous avez classés comme paranormaux. Revenons aux théories principales, le plasma. Avec le plasma, il ne s'agit pas seulement de gaz chaud, auquel vous réduisez ce concept, mais il est question d'une condition agrégée de la matière plus élevée. L'état de plasma de la matière est une forme spéciale de la matière qui se situe entre son existence réelle et la sphère d'influence. Il s'agit d'une perte totale de masse et de l'agglomération d'énergie de diverses formes chaque fois que la matière est poussée ou enfoncée. Le quatrième état de la matière est très important pour certaines conditions physiques qui peuvent être utilisées par exemple pour comment vous faire comprendre? Pour produire de l'antigravité. Il s'agit d'un mot humain étrange et pas très correct, mais vous devriez mieux comprendre de cette manière. Essentiellement, dans le monde réel de la physique, il n'y a pas de force bipolaire, mais plutôt un comportement réflexif dépendant de l'observateur d'une seule grande force unifiée à différents niveaux. Avec l'antigravité ou la distribution en niveau des caractéristiques de gravité, on peut, par exemple, faire léviter de la matière solide. Cette méthode est utilisée par nous et par des extraterrestres comme moyen de propulsion pour les ovnis, vous avancez, à un niveau encore très primitif, vers un principe similaire qui est utilisé dans vos projets militaires secrets. Mais puisque vous avez plus ou moins volé cette technologie, qui a été volontairement transmise avec des erreurs par des extraterrestres, il vous manque une profonde compréhension de la physique. Par conséquent, vous rencontrez des problèmes d'instabilité et de radiation avec vos ovnis. Vous avez subi de nombreuses pertes humaines suite à cette radiation intense et aux perturbations du champ. Ceci illustre aussi les problèmes que vous rencontrez par rapport à ce que vous pensez être bon ou mauvais. Vous jouez avec des forces inconnues, à partir de là, vous acceptez la mort de vos semblables, car selon vous ils meurent pour une cause plus importante, c'est-à-dire l'avancement de votre technologie, qui à son tour va être utilisée à des fins de guerre, c'est-à-dire des buts négatifs. On peut vous accorder le bénéfice du doute. Seule une minorité de votre espèce est informée de ces projets extraterrestres qui sont classés comme top secrets. On vous a dit que plus le numéro atomique et ou la classification périodique des éléments est élevée, plus simple est l'élévation de la condition, mais ce n'est que partiellement exact. Si vous ne pouvez pas établir les limites de ces forces, alors vous feriez mieux de ne pas essayer. Mais votre race a toujours été ignorante et a essayé depuis les temps immémoriaux de jouer avec des forces que vous n'avez jamais comprises. Pourquoi cela devrait-il changer? Rappelez-vous de la fusion du cuivre. Grâce à la fluctuation de l'angle droit avec un champ de radiation induit, le cuivre est fondu avec d'autres éléments. L'illusion de la matière est fusionnée, les champs de la sphère d'influence se chevauchent les uns avec les autres. Mais la principale force serait réfléchie par ce process et prendrait une caractéristique quasi bipolaire. La connexion résultante et le champ ne seraient donc pas stables dans les conditions normales de la matière et ne conviendraient pas pour certaines tâches. En conséquence, le spectre du champ entier est élevé à une condition supérieure comme le plasma, où le spectre est associé à ce changement dur vers le pôle opposé, le mot n'est pas correct, du champ de force, ce qui ressemble beaucoup à un changement gravitationnel. Ce changement entraîne une inclinaison de la force de répulsion quasi bipolaire, qui dès lors ne coule plus à l'intérieur du champ de force mais en partie vers l'extérieur du champ. Le résultat est un champ de force réflexif interstratifié, qui est très difficile de moduler du fait de certaines limites techniques liées à ses propres caractéristiques. Il peut également accomplir une multitude de tâches, par exemple, faire voler et manœuvrer des objets massifs. Il peut aussi servir de camouflage dans le domaine du rayonnement électromagnétique et permettre de manipuler une séquence temporelle d'événements. Dans une mesure très limitée, et d'autres choses, connaissez-vous l'effet tunnel quantique? Des équilibrages d'amplitude dans la matière réelle peuvent être obtenus avec l'un de ces types de champs si la fréquence et la distance du plan du champ sont suffisamment élevées. Malheureusement, tout ce que j'ai expliqué en utilisant vos mots s'avère basique, j'en ai peur. Cela peut sonner plutôt étrange et certainement impossible pour votre compréhension, mais peut-être que cette explication simple pourra vous aider à comprendre. Mais encore une fois, peut-être pas. Y a-t-il une explication scientifique des phénomènes paranormaux, tels que vos facultés mentales? Oui. Pour expliquer, il faut comprendre la réalité physique de la sphère d'influence. Je vais essayer. Vous devez vous détacher mentalement de l'illusion qui vous fait croire que ce que vous voyez est la vraie nature de l'univers. C'est au mieux la surface d'un aspect.
Imaginez que toute la matière ici, cet écran, ce crayon, cet appareil, ce papier, n'existent pas vraiment, mais sont simplement le résultat d'une oscillation de champ et d'une concentration d'énergie. Toute la matière que vous voyez, chaque créature, chaque planète et étoile dans cet univers, a une équivalence énergie-information dans la sphère d'influence, qui est située dans un champ principal, le niveau général des choses. De plus, il n'y a pas qu'un seul niveau mais plusieurs. La fois précédente, j'ai indiqué qu'une espèce très avancée est capable de changer de niveau, ce qui est quelque chose de complètement différent du simple changement de bulle, car les bulles sont une partie de chaque niveau et de tous les niveaux. Est-ce que vous comprenez ? Les dimensions, comme vous appelez, sont une partie d'une bulle solitaire. Les bulles ou la mousse universelle sont une partie d'un niveau. Les niveaux sont les couches dans la sphère d'influence. La sphère d'influence, agissant dans la capacité d'une seule taille physique, est essentiellement infinie. Elle est composée d'innombrables couches d'énergie-information et de niveaux généraux. Il n'y a pas de niveau zéro dans les sphères d'influence, qui sont toutes les mêmes, mais qui sont séparées grâce à leurs conditions d'énergie. Je vois que je vous rends perplexe. Peut-être vaut-il mieux arrêter là cette explication ? Non, allez-y. Comment surviennent les pouvoirs paranormaux ? Eh bien, c'est d'accord. Essayons quelque chose de plus simple. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait correct pour moi, mais commençons de cette manière. La matière tangible de ce côté se reflète dans la sphère d'influence comme un champ composé de couches distinctes. Ces couches contiennent de l'information, par exemple, sur la structure simple de la matière ou la fréquence de la corde, elles stockent aussi des informations provenant du développement de la matière. Connaissez-vous le concept de l'homme des champs morphogénétiques ? On pourrait définir cette couche ainsi. Par ailleurs, il existe aussi une autre couche intermédiaire pour laquelle vous n'avez aucun concept, car cette théorie est absente de la pensée humaine. Appelons-la paracouche, car cette couche est principalement responsable de tout ce que vous appelez phénomène psy et paranormal, et se trouve en dehors des limites de votre science primitive. Cette paracouche se situe entre les couches de la matière et les couches morphogénétiques d'un champ dans la sphère d'influence. Elle peut s'intégrer activement dans les deux, votre corps, par exemple, se reflète comme un champ dans la sphère d'influence. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas aussi ici, comme la chair, le sang, les os, sous forme de cordes de matière ou d'atomes, mais pas seulement, l'existence est toujours une dualité. Certaines couches du champ contiennent des informations simples sur la matière solide de votre corps et sa fréquence, alors que d'autres couches contiennent des informations sur votre esprit, votre conscience ou, en parlant d'un point de vue religieux humain, votre âme. La conscience dans ce cas est une simple matrice d'énergie, divisée en différentes couches de votre champ dans la sphère d'influence, ni plus ni moins. Une conscience authentique existe aussi ici, dans le côté matériel, mais seulement sous forme de post-plasma, la cinquième forme de la matière. Avec les connaissances physiques nécessaires et la technologie correspondante, la matrice de la conscience, ou âme, peut aussi être séparée du reste de son champ. Une fois enlevée, elle peut continuer à exister, de manière autosuffisante, pendant un certain laps de temps. En occultisme, on appelle cela vol de l'âme. Mais par-dessus tout, gardez en mémoire que nous sommes dans le domaine de la science, et non pas de la magie noire ou des forces obscures, mais revenons à la question. Les créatures aux capacités mentales plus puissantes peuvent avoir une influence directe sur la paracouche grâce à leur champ de conscience. Or, cette couche ne se limite pas à l'individu, mais est plutôt une partie de la couche d'information générale, vous pouvez l'appeler au sens prosaïque âme collective, qui est reliée à toute la matière animée et inanimée et à toutes les consciences existant sur le plan principal. Ces compétences trouvent leur origine dans le côté matériel, dans la glande pituitaire, qui est toujours en mesure de générer les fréquences qui contrôlent activement la sphère d'influence. Vous-même pouvez théoriquement le faire, mais vous êtes fortement bloqué sur ces choses. Comme je l'ai dit, la paracouche peut interagir avec le mental aussi bien qu'avec la matière. Par exemple, si je décide d'utiliser mes capacités mentales pour faire bouger ce crayon, alors, pour faire simple, j'imagine dans mon mental comment ma conscience s'élargit du côté matériel jusqu'au crayon sous la forme de post-plasma. Dans la sphère d'influence, cela provoque parallèlement une commande automatique de la couche de la conscience demandant à la paracouche d'interagir avec la couche matérielle du crayon. Comme la paracouche n'est pas limitée au corps, ce n'est pas un problème que le crayon soit là,
car je peux à coup sûr l'atteindre sans bouger mon corps physique. Post-plasma, de ce côté, paracouche sur l'autre. J'ai le contrôle sur le crayon et l'interaction amène la champ matériel du crayon au point où il peut par exemple changer la manière de se déplacer. Commentaire de Olé. K. Je certifie que le crayon en question a brusquement sauté à ce moment précis en l'air à une hauteur de 20 cm puis est retombé sur la surface de la table. Le bruit est clairement perceptible dans la bande enregistrée. Personne de visible n'a touché le crayon. Fascinant. Quel type d'activité paranormale pouvez-vous déclencher ainsi? Tout type. Tout ce que vous appelez paranormal. Comme je le disais, cette couche spéciale se trouve dans la sphère d'influence entre les couches d'information morphogénétique et les couches de la matière et peut interagir avec les deux parties. Cela entraîne qu'on peut interagir avec la matière solide, aussi bien qu'avec le mental ou les informations mentales, et que nous pouvons faire tout ce qui est normalement désigné comme télékinésie et télépathie. L'absorption de connexion avec une autre conscience est généralement séparée dans la procédure de la simple influence de la matière, puisque différents champs de conscience œuvrent avec différentes oscillations. Une conscience qui envoie ou qui écoute doit d'abord parfaitement s'adapter à l'autre mental, avant de pouvoir y accéder. La plupart des espèces ont également la faculté de bloquer cet accès extérieur, mais vous n'avez pas encore cultivé cette capacité. En général, la règle est, plus les capacités paranormales d'une espèce sont développées, plus leur adaptation et l'accès au mental sont faciles. Nos capacités propres ne sont pas aussi développées. Nous devons donc d'abord apprendre à manier l'influence mentale extraterrestre avant de pouvoir utiliser le camouflage par exemple, tandis qu'avec vous c'est aussi simple que si vous aviez un interrupteur marche-arrêt. Certaines de ces compétences sont également en partie héritées. Par exemple, la mère et l'enfant de mon espèce sont parfaitement interconnectés au cours des premiers mois de vie, ainsi que dans l'œuf et l'utérus de la mère, et peuvent communiquer par télépathie. Pour vous influencer, nous avons besoin de pratiquer un peu, malgré votre structure simple. Par conséquent, il est interdit, par exemple, pour les adultes dans mon cas, d'aller à la surface de la Terre avant l'âge de l'illumination. Ce terme est synonyme, entre autres choses, de la force physique complète. Si ces compétences n'étaient pas pleinement développées, le risque d'être découvert par vous serait alors trop grand. Au fait, il existe évidemment de nombreux enseignements secrets sur les possibilités pour développer ces capacités, mais je n'en sais presque rien. Chaque fois qu'on veut influencer un mental extraterrestre, il y a des grandes étapes à respecter. Tout d'abord, on doit percevoir son oscillation, ce qui est généralement fait automatiquement par notre cerveau, c'est-à-dire, pour l'un une oscillation du champ, pour l'autre les ondes quasi-électriques du cerveau dans l'espace matériel. Ce n'est pas particulièrement difficile. Après quoi, il suffit de chercher l'autre conscience dans le mental avec une manifestation post-plasma, la sphère d'influence réagit et crée la connexion. Ainsi, on peut transférer des informations du premier mental et on peut enregistrer les informations désirées dans le second mental au bon endroit. Vous m'avez demandé la fois précédente si vous pouviez vous protéger de cette influence, et je vous ai répondu que seul un cerveau éveillé et concentré a la capacité de résister à cela. Dans cet état mental, les oscillations peuvent changer très brusquement et l'accès se complique alors. Pour être plus précis, on peut le vivre comme un recul douloureux. Mais si vous fermez les yeux, alors le champ devient plat, et l'accès extérieur au mental est immédiatement possible et sans restriction. Contre une espèce beaucoup plus avancée, vous n'avez absolument aucune chance. Ils sont capables de régler leur oscillation mentale plus vite que vous pouvez en changer. Je pourrais aussi le prouver sur vous, mais la dernière fois que j'ai essayé sur vous, vous avez été si effrayé et confus que je pense qu'il est préférable d'en rester à la seule explication. Cette explication a probablement pour vous une connotation, comme vous l'avez dit, très ésotérique, occulte ou magique. Cela est dû à votre manque de connaissances de base qui vous empêche de voir comment les choses sont réellement. Tous les phénomènes paranormaux ont une origine purement scientifique. Rien de tout cela n'a à voir avec des pouvoirs surnaturels. Nous grandissons avec cette connaissance, nous savons comment utiliser ces pouvoirs et nous connaissons leurs origines. Nous connaissons à la fois la théorie et la pratique. Vous pas encore. Donc, vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe dans votre monde, vous ne voyez qu'un seul côté de l'existence, et pas l'autre. Je parle ici des deux côtés physiques. Tout phénomène paranormal est dualiste, il existe autant que dans l'espace matériel que dans la sphère d'influence.
pour expliquer. On ne peut l'expliquer qu'en acceptant la réalité de la sphère d'influence car elle est la base. Je préfère en finir avec les questions scientifiques car vous semblez avoir des difficultés à les comprendre. Nous perdons un temps précieux. Une dernière question. Lors de notre première rencontre en décembre 1999, vous avez clairement fait part de votre intention de ne pas aborder des questions d'ordre scientifique et paranormal. Pourquoi cette ouverture, maintenant? La dernière fois, je n'ai vu aucune nécessité de vous surcharger avec des concepts de ce type, et maintenant vous êtes manifestement surchargé. J'ai donc décidé d'approcher ces questions à la périphérie. Apparemment, cependant, certaines de mes démonstrations d'aujourd'hui vous ont amené à réfléchir à votre monde, et ce n'est certainement pas une mauvaise chose. Et de toute façon, vos scientifiques vont considérer mes propos comme de la fumisterie. Par conséquent, je ne vois pas de danger particulier à diffuser ces informations. Personne n'y fera vraiment attention. En fait, ceux qui m'ont traité de créature du mal se fondent sur la croyance à l'occultisme et à la magie, deux choses qui n'existent pas du tout. Il n'y a pas de magie, il n'y a que de la science avancée, et tout ce que vous étiquetez comme magique est seulement une partie de la science. Si vous pouviez comprendre cela, ce serait déjà un grand pas en avant dans votre développement. Mon ouverture sur ces questions se termine ici. D'autres questions, s'il vous plaît. Bon. Parlons OVNI. Pouvez-vous expliquer comment notre gouvernement a obtenu du matériel OVNI au point de pouvoir lancer ses propres projets? Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'incident de Roswell? Suite à ces attaques, les espèces extraterrestres ont rompu tous les contacts avec vous et ont été très en colère après vous, ce qui se comprend. Aussi, je compte cette espèce extraterrestre parmi les 3 qui vous sont hostiles. Tandis que les 2 autres sont plus occupés par leurs affaires, se livrant une guerre froide pour la domination sur votre planète, vos anciens amis et partenaires se préparent à s'offrir la domination absolue sur les matières premières et sur l'ADN humain. À l'heure actuelle, il est probable qu'ils manquent de possibilités techniques et des forces nécessaires pour atteindre leurs objectifs directement. Néanmoins, nous prévoyons qu'ils peuvent lancer certaines actions négatives contre vous, peut-être d'un niveau plus subtil, dans les années ou dans les décennies à venir. Les autres espèces extraterrestres ne font rien contre ces actes de guerre? En particulier les races plus avancées n'ont-ils pas le devoir de faire quelque chose? Vous vous trompez. Plus précisément, les espèces extraterrestres avancées ne s'intéressent pas à votre avenir. Pour eux, vous êtes comme des animaux dans un grand laboratoire. Il est certain qu'une intervention extraterrestre sur votre planète perturberait leurs projets, mais je ne pense pas qu'ils soient prêts à accepter une confrontation directe avec d'autres espèces pour cette raison. Nombre d'entre eux pourraient tout simplement chercher une autre planète pour faire leurs recherches. Ou ils pourraient étudier votre comportement et votre conscience en restant à distance, car les situations de crise ont un intérêt pour leurs études. Lorsque vous regardez une fourmilière, et qu'une autre personne arrive et écrase cette fourmilière, que faites-vous? Vous poursuivez votre chemin, vous cherchez une autre fourmilière, ou vous observez les fourmis dans un état de crise. Mais est-ce que l'un d'entre vous, même s'il était plus grand et plus fort que celui qui a écrasé la fourmilière, va prendre la défense des fourmis? Non. Vous devez vous mettre à la place des extraterrestres avancés pour comprendre leur point de vue. Vous êtes des fourmis pour eux. N'attendez aucune aide de leur part. Bien sûr, nous demanderions de l'aide s'il s'avérait évident que vos anciens partenaires se sont ligués contre vous. Certains membres du gouvernement humain sont pleinement conscients de notre existence, en particulier sur la base d'anciens concepts religieux. Par exemple, une construction gigantesque en partie souterraine est abritée dans une de vos grandes capitales. Elle est entièrement occupée par mon espèce, est dotée d'un accès direct à une cage d'ascenseur et à un complexe souterrain. Dans ce bâtiment, des réunions partielles ont eu lieu et ont encore lieu entre nous et les humains. Nous vous avons transmis ces données au cours des dernières années. Selon mes informations, nous souhaitons nous tenir le plus loin possible du conflit. Vous devez apprendre à résoudre vos problèmes par vous-même, ou devenir suffisamment intelligent pour éviter de créer de telles situations. Que va-t-il se passer? Qui sera de votre côté? Seul le temps nous le dira. Mais je ne souhaite pas vous donner d'indications sur cela. J'ai ici 5 photos d'ovnis différents, ou du moins qui semblent montrer des ovnis. Pourriez-vous les regarder et me dire laquelle de ces photos montre des vrais engins volants extraterrestres? Je peux essayer.
Vous me posez de nombreuses questions aujourd'hui auxquelles je ne peux pas répondre de manière certaine. Ne surestimez pas mes connaissances, je ne suis pas un expert en technologie extraterrestre ni en construction de vaisseaux extraterrestres. En fait, les ovnis authentiques présentent des détails techniques et des particularités qui les font distinguer aisément des phénomènes naturels ou des créations humaines. Il arriva que vous falsifiez le schéma d'un appareil authentique. Donc ce n'est pas si facile d'identifier un objet avec certitude. Je vais essayer. Montrez-moi les photos, ces 3 images sont des contrefaçons évidentes ou des mauvaises identifications. Sur la première photo, il semble presque certain qu'un vaisseau extraterrestre réel a été adapté sous forme d'un modèle réduit. Il lui manque des caractéristiques importantes qui sont étroitement liées au champ technique et physique associé. De manière générale, plus le contour et les couleurs sont nets, plus il est probable qu'il s'agisse d'un faux, car un vaisseau en lévitation est généralement caché dans un état de champ modifié, ce qui fausse les couleurs et les formes selon l'alignement. Cela pourra paraître étrange, mais les photos qui sont floues et dont les couleurs sont modifiées peuvent parfois indiquer un signe d'authenticité. En fait, cet objet survole l'eau. S'il s'agissait d'un vaisseau réel, on devrait voir au moins de la houle ou une onde à la surface. Comme la surface est plate, ce n'est certainement pas un vaisseau authentique. À mon avis, aucune de ces 3 photos ne montre de vrais objets volants ou ovnis. Ici, dans cette photo, je ne vois aucun objet artificiel en vol. Il semble s'agir d'un reflet de lumière dans l'appareil photo. Vous devriez être vraiment suffisamment intelligent pour ne pas tomber dans de telles confusions. Comme le grand public a couru après des faux et des contrefaçons pendant longtemps, il découvrira probablement trop tard ce qui se passe réellement en face de lui dans l'atmosphère. Celui-ci semble authentique, il présente au moins les caractéristiques nécessaires. À première vue, je pourrais l'attribuer à une espèce extraterrestre qui a visité votre planète au cours des 35 dernières années. L'objet même est métallique et en forme de disque, il est certainement perturbé au niveau des formes et des couleurs grâce à effet de champ. Ces 4 excroissances longues et blanches en dessous du vaisseau ressemblent à une sorte d'utilisation de la lumière quasi-gravitationnelle. C'est-à-dire que le champ de force universel est modifié dans le sens d'une gravité simulée. En réalité, il ne s'agit pas d'une vraie lumière, ce n'est pratiquement jamais une vraie lumière quand vous voyez des ovnis éclairés, mais un champ de forme spécial puissamment chargé qui se manifeste dans l'espace matériel sous forme de quasi-lumière. La raison de l'activation de ce système spécial à haute énergie dans l'atmosphère ne m'apparaît pas clairement. C'est peut-être un moyen d'étudier ou d'influencer l'environnement. En tout cas, c'est vraiment imprudent pour cette espèce extraterrestre que de laisser photographier cette technologie par les humains. Eh bien, je suppose que la plupart d'entre vous n'y comprennent rien, et que ceux qui la comprennent ne vont pas en parler publiquement. Celui-ci est un authentique objet aérien. Il n'est en rien extraterrestre. Les objets aériens triangulaires ne sont tout simplement pas utilisés par les espèces extraterrestres, ou plus exactement pas dans cette forme-là. Ce genre de forme de fuselage provient d'un concept humain. Il s'agit d'un de vos projets militaires secrets que vous avez mis au point, avec l'aide de la technologie extraterrestre incomplète, qui vous a été fournie par des extraterrestres dans les années 60 et 70. En règle générale, la forme de la coque d'un vaisseau extraterrestre authentique ne fait aucune différence, car dans le champ lui-même aucune force externe ne peut y avoir un effet. Les vaisseaux ont généralement une forme arrondie et sont construits sans angle vif, comme des disques ou des cylindres, de manière à permettre au champ de s'écouler plus facilement. Vos projets font l'hypothèse que le champ de navigation extraterrestre doit s'accompagner d'un système de moteur à réaction classique. Par conséquent, vos projets ont des formes triangulaires et sont conçus avec des fuselages afin d'être orientables selon ce principe de recul primaire. Dans l'exemple ici, le vaisseau glisse par-dessous tout sur son authentique champ de navigation. Remarquez-vous la distorsion et la quasi-lumière dans les cylindres rotatifs ? Ceci est une indication irréfutable de l'authenticité de la photo. Mais pourquoi, me demanderez-vous, avoir 4 cylindres ? C'est inhabituel, même les intervalles ne semblent pas corrects. La couleur est très sombre et la distorsion optique intérieure est remarquable. On peut faire l'hypothèse d'une reconstruction d'un système original par vos scientifiques, comme les espèces extraterrestres ont cessé de vous donner des informations suite au différend qui a eu lieu. Ils ont procédé à la rétro-ingénierie des systèmes par eux-mêmes, sans être vraiment en mesure de mesurer le danger de ce qu'ils étaient en train de faire. Cette construction n'améliore pas le système, elle le rend plus instable.
Les deux cylindres d'avant sont trop proches l'un de l'autre. Ils vont se fondre l'un dans l'autre. La couleur montre une puissante radiation résiduelle, il est probable que des éléments à numéro atomique élevé ont été utilisés pour faire ce changement. C'est en tout cas très dangereux de ne pas être protégé à proximité de ce champ. La personne qui a fait la photo a-t-elle subi des radiations ou des brûlures? Je ne sais pas. D'où viennent ces ovnis militaires? Des États-Unis? Oui. Je crois que c'est cela généralement. Ils proviennent du continent de l'Ouest. Alors pourquoi voler au-dessus des zones densément peuplées de l'Europe? Cette photo nous vient de Belgique. Cela n'a aucun sens. Pouvez-vous expliquer? Pourquoi serais-je la seule à expliquer les actions humaines étranges? Il est possible qu'il s'agisse de tests de longue distance ou des tests avec des systèmes de camouflage électromagnétique. Le vieil ennemi de la nation américaine vit dans cette partie du monde, alors pourquoi ne pas y faire leurs tests? Chez eux, ils ont eu tout le temps de faire des allers et retours avec leurs vaisseaux. Peut-être ont-ils suscité trop d'observations. Avec ce type de structure de champs instables, comme le montrent vos photos, il me semble peu probable que ce vaisseau soit capable de faire un vol de cette distance en traversant l'océan. Une station de test est peut-être implantée ici, sur votre continent. Malheureusement, je n'en sais rien. De nombreux lecteurs de la première transcription ont posé la question sur la façon dont s'est noué votre premier contact avec EF. J'ai déjà entendu l'histoire, mais pourriez-vous la répéter ici encore pour cette nouvelle transcription? Bien sûr. Tout a commencé il y a environ 2 ans ici en Suède. J'ai toujours été vivement intéressé par vos espèces et votre comportement depuis ma jeunesse. À cette époque, j'avais déjà étudié votre littérature, autant que possible. Bien sûr, il n'est pas facile pour moi de me procurer des ouvrages humains, mais comme mon groupe ou famille occupe un rang élevé, j'ai pu recueillir quelques documents et même parler avec d'autres membres de mon espèce qui vous ont déjà rencontré. J'étais vraiment très curieuse à propos de votre espèce et dès que j'ai eu la permission d'aller à la surface, j'ai immédiatement cherché à collecter plus d'informations. Par-dessus tout, j'ai eu l'interdiction formelle d'engager un contact direct avec les humains car ma position à cette époque ne le nécessitait pas. En 1998, je me trouvais beaucoup plus au nord d'ici en forêt, près de l'entrée dans mon monde, à la recherche d'échantillons biologiques, que nous utilisons pour surveiller la pollution de l'environnement et la destruction statistique de la flore et la faune par les humains. J'étais sur le chemin du retour vers l'entrée. Nous avons en effet un meilleur sens de l'orientation que vous grâce à notre perception du champ magnétique terrestre. Je me trouvais dans les environs du Grand Lac, quand je suis tombée par hasard sur une cabane dans la forêt. J'ai senti la présence d'une conscience humaine dans cette cabane. Il s'agissait de F. En fait, comme je n'avais pas le droit d'avoir de contact avec d'autres espèces, j'avais déjà développé ma capacité de camouflage. Même vis-à-vis de grands groupes. Je n'avais jamais rencontré un être humain quand j'étais seule, appelons cela de la curiosité primitive. Ayant envie de parler à cette personne dans la cabane, j'ai frappé à la porte. E.F a ouvert la porte et nous avons eu une conversation intéressante. Son langage n'était pas très familier pour moi à ce moment-là, mais il n'est pas du tout difficile d'apprendre une nouvelle langue quand vous pouvez lire dans la conscience de votre interlocuteur. Je lui ai dit simplement que je venais d'un pays étranger plus à l'est. De toute évidence, à ce moment-là, il n'avait pas la moindre idée de qui j'étais. Il avait parfaitement l'impression de parler à une créature de son espèce, même s'il ne s'agissait que d'une image de mimétisme. Comme ma mission consistait à enquêter sur le terrain pendant plusieurs jours, je lui ai rendu visite 3 fois sous une forme humaine. Au départ, nous avons parlé de choses très ordinaires et puis nous avons abordé des questions de religion et de physique. Il semblait impressionné par mes connaissances et j'étais de même impressionné par sa lucidité et sa structure de personnalité bien affichée, pour un être humain, et par ses opinions très personnelles. Les humains ont tendance à s'en remettre à l'opinion publique ou au conditionnement, tels que « les espèces reptiliennes sont le mal ». J'ai orienté la conversation dans cette direction, et E.F a déclaré qu'il croyait en l'existence des espèces extraterrestres et qu'ils ne devaient pas être nécessairement mauvais, mais simplement différents des humains. Cela me plaisait. À ce moment, bien sûr, je ne pouvais pas lui parler concrètement de ce que je savais, car il ne m'aurait pas cru, il m'aurait prise pour une fantaisiste. En moi a germé l'idée très rare, pour mon espèce, de lui montrer ma vraie apparence, ce que j'ai fait au cours de la conversation que nous avons eue à notre 4e rendez-vous dans la cabane. En réalité,
il était prédestiné à avoir ce contact, il était ouvert d'esprit. Honnête, intelligent, sans penchant religieux ni conditionnement. Il vivait seul et isolé et personne ne le croirait s'il rendait public son histoire, j'ai osé faire ce grand pas. Ensuite j'ai eu de sérieux doutes sur la pertinence de mon acte, surtout quand il a réagi très violemment. Il a réussi à se contrôler après un moment et nous avons pu parler de différents sujets. Il n'avait pas d'autre choix que de me croire. Ce fut le début d'une série de rencontres qui eurent lieu d'abord ici dans la forêt, mais qui ensuite ont été déplacées dans sa résidence à l'écart. Enfin, il nous a fait nous rencontrer. Et c'est pourquoi nous sommes ici, à nouveau, pour parler de choses auxquelles la société humaine ne croit pas. Vous avez dit que vous n'étiez pas autorisé à cette époque à contacter des humains. Avez-vous maintenant la permission de parler à E.F et à moi de toutes ces choses et de les rendre scientifiquement publiques? Oui, c'est difficile pour moi d'expliquer et difficile pour vous de comprendre. Disons que je suis maintenant en mesure d'avoir cette permission sans avoir à me soucier des conséquences. Dans ma position, je suis quasi immunisé contre certaines restrictions. Voyez-le de cette façon. Oui. Si d'autres personnes voulaient entrer en contact avec votre espèce, auraient-elles cette possibilité? En général, non. Nous évitons tout contact avec vous, nous agissons à la surface uniquement dans les régions reculées, et nous utilisons nos techniques de mimétisme en cas de rencontre avec des humains. Le fait que je vous parle ne veut pas dire que d'autres de mon espèce suivront mon exemple. Il va sans dire que vous pourriez chercher une entrée dans mon monde et vous y engager. Toutefois, cela entraînera des conséquences désagréables pour celui qui s'infiltre. Vous n'avez quasiment aucune possibilité de nous reconnaître à la surface. Vous ne pouvez même pas nous contacter, c'est nous qui avons à vous contacter, comme je l'ai fait avec EF. Cependant, ce type de contact n'est pas fréquent et reste une exception très rare. Pouvez-vous décrire votre monde souterrain? Je vais essayer, mais bien sûr je ne vous donnerai pas son emplacement. Mon monde se situe dans l'une de nos plus petites colonies souterraines à l'est d'ici. Je vais vous donner quelques chiffres afin de mieux vous faire une idée. Juste une minute. Je dois convertir les mesures dans vos unités. C'est une caverne en forme de dôme à environ 4300 mètres sous la surface de la Terre. La caverne a été organisée en colonie il y a 3000 ans. Une grande partie de la structure du plafond est artificiellement intégrée dans la roche et la forme a été remodelée en un dôme plat et bien proportionné avec une base ovale. Le diamètre du dôme selon vos mesures fait environ 2,5 km. La hauteur maximale du dôme, au point culminant, est de 220 mètres. Dans chaque colonie, en dessous du point culminant, est construit un bâtiment cylindrique gris-blanc, comme un pilier qui supporte la structure en nid d'abeille du dôme. Ce bâtiment est le plus haut, le plus grand et le plus ancien de tout le dôme car c'est la première construction qui est liée à la sécurité du plafond. Entre-temps, bien sûr, il a été complété et rénové à certains moments. Ce bâtiment a un nom très spécial et une signification religieuse. Nous n'avons qu'une seule de ces colonnes, les plus grandes colonies ont plusieurs colonnes selon la construction du plafond, l'une de nos principales colonies en Asie, qui fait 25 km, est, par exemple, soutenue par 9 colonnes. Le bâtiment central est généralement un centre religieux, mais aussi un centre de contrôle climatique et un centre de régulation du système d'éclairage. Nous avons dans notre colonie 5 grandes sources de lumière artificielle qui génèrent de la lumière UV et de la chaleur grâce à des sources de gravitation. Les conduits d'air et les systèmes lumineux de la surface passent au travers de ces colonnes et sont contrôlés très rigoureusement. En fait, nous avons 3 conduits d'air et 2 systèmes d'ascenseurs. Nous avons aussi un tunnel conduisant à la prochaine grande colonie qui se trouve à environ 500 km au sud-est. Une cage d'ascenseur accède à une grotte près de la surface, l'autre mène à l'un de nos dépôts pour les vaisseaux, qui sont rappelez-vous cylindriques, qui est caché près de la surface derrière la face d'une montagne rocheuse. Habituellement, seuls 3 vaisseaux y sont stationnés car c'est un petit dépôt, les autres constructions de la colonie sont, pour la plupart, disposés de manière concentrique en cercles ovales autour de la colonne principale, et sont tous sans exception plus petits, généralement de 3 à 20 mètres de haut. Les bâtiments ont la forme ronde d'un dôme. La couleur est également différente selon le cercle et la distance qui les sépare de la colonne principale, au nord de la colonne. Est construit un autre très grand bâtiment, mais très rond et plat. Ce bâtiment casse le système concentrique de la colonie avec son diamètre d'environ 250 mètres.
C'est la zone de soleil artificiel qui abrite des couloirs et des chambres spécialement illuminées. Ces lieux sont baignés d'une lumière UV très puissante et sont destinés à chauffer notre sang. Il y a aussi un hôpital et une salle de réunion. Au-delà de l'anneau extérieur de la colonie, ce sont les zones où nous parquons des animaux. Vous le savez, nous devons consommer de la viande comme nourriture. Nous avons aussi les jardins où nous cultivons des plantes et des champignons. Il y a aussi de l'eau chaude et froide, provenant de sources souterraines. La centrale de production d'énergie est située à la périphérie de la colonie. Elle fonctionne sur la base de la fusion et alimente en énergie la colonie et les soleils. Mon groupe ou famille vit dans le 4e anneau de bâtiment à partir de la colonne centrale. Tant de choses en si peu de temps. Décrire tous les bâtiments et leurs fonctions nous conduirait trop loin. Il est difficile de décrire un système comme celui-ci parce que c'est un environnement et une culture complètement différents de ce que vous avez l'habitude de voir à la surface. Il faut vraiment le voir pour le croire. Verrai-je tout cela un jour? Qui sait, peut-être. Le temps offrira de nouvelles possibilités. Combien de créatures comme vous vivent dans cette colonie? Environ 900. C'est la fin de l'entrevue. Avez-vous un message final pour les lecteurs? Oui. Je suis surprise par les nombreux commentaires qui ont été faits sur ce que j'ai dit. Bien sûr, je suis aussi déçue des descriptions religieuses qui font de moi un ennemi, qui vous ont été inculquées et qui sont profondément ancrées dans votre mental. Vous devriez apprendre à abandonner les vieux conditionnements du passé et cesser d'être contrôlé par quelque chose ou quelqu'un qui a cessé d'exister depuis 5000 ans. Vous êtes, après tout, des esprits libres. Ce sont mes derniers mots. Oui, mais cet incident n'était pas le premier. Je ne suis pas historien, j'étudie votre comportement actuel, alors ma connaissance de ces événements dans votre histoire n'est sans doute pas très complète. Je vais essayer de vous expliquer ce que je sais des événements survenus à l'époque. Laissez-moi réfléchir une seconde. Dès 1946 à 1953 de votre calendrier, il y a eu 5 cas de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui se sont écrasés à la surface de la Terre. Dans l'accident que vous appelez « incident de Roswell », il n'y avait pas qu'un seul vaisseau extraterrestre en cause, mais 2 vaisseaux se sont écrasés, suite à une collision, dans différentes zones d'un pays à l'ouest, que vous appelez États-Unis. Veuillez noter que ces vaisseaux peuvent continuer à léviter un certain temps, même s'ils sont endommagés, ce qui explique la différence dans les points d'impact. Ce crash n'était pas le premier mais le 2e et 3e. Un autre vaisseau s'est écrasé en 1946, mais il était trop endommagé pour être utilisable. Une précision avant de continuer cette explication. Il peut vous sembler ridicule qu'autant de vaisseaux spatiaux extraterrestres avancés s'écrasent en une dizaine d'années. L'explication en est fort étrange mais correcte. Le problème n'est pas lié à la navigation du vaisseau lui-même, mais à la direction du champ de votre planète. Cette espèce extraterrestre, qui avait à cette époque des vaisseaux en forme de disque, utilisait un système de propulsion fonctionnant sur le principe normal de la fusion mais avec une technologie non conventionnelle d'alignement sur le champ magnétique. Cette technologie avait des avantages mais aussi des inconvénients. Le champ de répulsion devait évidemment faire un angle précis avec le champ magnétique terrestre. Cette espèce utilisait dans ses vaisseaux une technologie d'alignement, par laquelle le champ se verrouillait sur tous les points du champ magnétique terrestre. À cette époque, cette espèce venait d'arriver sur Terre et leur point d'origine se situait sur une planète dont le champ magnétique était plus stable, sur laquelle ils avaient conçu leur système de navigation. Le champ magnétique de la Terre n'est pas tout à fait stable. Il est soumis à des variations cycliques et prend la forme d'un vortex de champ dans des conditions défavorables. Chaque fois qu'un vaisseau équipé d'un de ces systèmes de navigation se retrouve dans une fluctuation du champ ou dans un vortex trop fort, alors pour une courte durée le champ de répulsion ne peut plus s'aligner correctement et le vaisseau se met à planer, sans contrôle de sa trajectoire de vol. Le système de navigation fonctionne correctement, mais comme le champ fluctue dans toutes les directions, le vaisseau peut s'écraser. Dans le cas de 1947, d'après mes informations, un des vaisseaux fut pris dans une fluctuation, son champ se connecta non intentionnellement sur celui du leader de la flotte et il s'ensuivit une collision avec un autre vaisseau dans laquelle les 2 engins furent gravement endommagés. La fluctuation magnétique à ce moment-là fut probablement causée par une perturbation électrique due à des phénomènes météorologiques. Finalement, les 2 vaisseaux s'écrasèrent, l'un d'eux près du point de collision, l'autre à une centaine de kilomètres. Tous les occupants furent tués sur le coup.
La fine structure en coque de ce type de vaisseau en forme de disque n'était pas très stable en soi, étant donné que ces disques n'avaient pas été conçus contre les accidents ni pour le vol dans un champ magnétique soumis à des forces externes. L'armée a d'abord récupéré des morceaux avant de trouver les vaisseaux avec les créatures mortes à l'intérieur. Ils ont immédiatement classé l'affaire top secret et ont tout rapporté dans leur base militaire pour analyser le système de navigation. Le plan secret était d'utiliser plus tard la technologie extraterrestre contre les ennemis de ce grand pays. Tout cela est aussi primitif que ridicule. Je crois me souvenir, je ne vais pas préciser la date exacte, qu'entre 1949 et 1952, un accident horrible eut lieu lors de travaux sur l'épave. D'après mes sources, c'est ce que les membres de ce gouvernement ont dit aux membres de mon espèce. Tout a été déclenché par l'activation involontaire d'un des composants du pilotage dans des conditions non protégées. Il en résulta que l'environnement fut transformé dans un état ressemblant à du plasma pendant une courte période de temps, provoquant accidentellement la transformation soudaine du champ électrique général en une impulsion magnétique d'une puissance extrême. Savez-vous quel effet se produit lorsqu'une secousse magnétique plasmatique entre en contact avec un organisme? Bien sûr que non. Cela crée une perturbation dans la structure du champ magnétique et une réponse bioélectrique. Imaginez, si vous voulez, un corps humain dévoré par des flammes ardentes pendant 3 ou 4 jours. Ces flammes ne brûlent pas à l'extérieur mais consument le corps jusqu'au dernier élément. Vous avez une idée approximative de ce qui s'est passé. Je pense que 20 à 30 de vos scientifiques sont morts dans le laboratoire. 2 autres crashs se produisirent, en 1950 et 1953, sur un bassin versant du continent américain. Ces vaisseaux ont été récupérés relativement intacts. Pour l'accident de 1953, si je me souviens bien, le système de navigation était même intact. C'est grâce à ce dispositif, que vous avez pu observer pour la première fois, que vous avez compris le concept mais de manière erronée et que vous en avez reconstruit un avec des erreurs. Aujourd'hui encore, vous n'avez pas encore réussi à tout mettre en place. Cette race, qui a construit ces vaisseaux, que j'ai classés parmi celles qui sont hostiles, s'inquiétait naturellement des recherches technologiques que votre race allait faire. Ils ne voulaient pas, à ce moment-là, engager un conflit direct avec vous. Ils ont donc choisi la voie diplomatique et sont entrés en contact avec ce gouvernement dans les années 60. Bien sûr, ils n'ont pas révélé les vraies raisons pour lesquelles ils étaient ici, le cuivre, l'hydrogène, l'air, mais se sont plutôt présentés comme des chercheurs curieux et ont proposé de vous montrer le principe de fonctionnement des vaisseaux, en échange de quelques faveurs. Naïf comme vous êtes. Vous avez accepté. Et vous avez été trompé. Vous leur avez donné les matières premières, vous leur avez donné des endroits sûrs pour leur base, vous leur avez donné accès à vos données de défense les plus confidentielles, vous leur avez donné l'accès à votre ADN et plus encore. Tout cela juste pour assouvir votre soif de pouvoir et d'information. Les espèces extraterrestres ont bien entendu rapidement remarqué qu'ils avaient affaire à des créatures simples d'esprit. Vous donnant de fausses informations, surtout en ce qui concerne leur technologie, afin de profiter encore plus de la coopération avec vous. Par exemple, ils vous ont dit que le système de navigation ne peut être construit qu'avec des éléments instables, d'un numéro atomique élevé, mais en omettant de préciser que ce système peut être fabriqué avec des variantes qui le font fonctionner parfaitement avec des éléments stables d'un numéro atomique inférieur, et généralement c'est ainsi qu'ils procèdent. Avec ces demi-vérités, ils vous ont rendu dépendant de la synthèse d'éléments à numéro atomique élevé, et donc renouvelés par leur propre technologie. Leurs suggestions pour la construction de vos ovnis ont été conçues de telle sorte que la solution à des problèmes existants génère en parallèle de nouveaux problèmes. Ils ne vous ont jamais dit toute la vérité, mais ont élaboré des mensonges de plus en plus sophistiqués, qui ont conduit à d'autres problèmes techniques. Vous rendant dépendant d'eux, dans la fin des années 70 et début des années 80, cela s'est focalisé autour de plusieurs événements qui eurent lieu entre les espèces extraterrestres et le gouvernement humain. Je ne vais pas détailler n'étant pas sûr de mes informations. Il s'agissait d'un nouveau, ou plutôt, d'un ancien problème technique avec les vaisseaux que vous aviez construits par vous-même, dont les systèmes de camouflage et de navigation étaient défectueux lors des vols d'essai à l'air libre. Pour cette raison, le secret de l'opération était menacé. Vos militaires et vos hommes politiques en ont conclu qu'après plus de 20 ans, ils avaient été trompés par les espèces extraterrestres. Un grand nombre d'incohérences et de non-respect des limites des traités par les deux parties conduisit à une altercation entre vous et les extraterrestres,
qui eut son point d'orgue dans le décollage de 3 appareils aériens extraterrestres grâce à une arme IEM, à impulsion électromagnétique, et dans une escarmouche armée sur une de leurs bases souterraines.